Le train à 1 € sur l'ensemble du territoire, c'est pourtant... Et voilà, il est 18 h et comme chaque jour, on a un rendez-vous avec Dominique Laporte. Dominique Laporte, je vous le rappelle, meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France. Et par-dessus tout, il aime les vins dans notre région. Bonjour Dominique. Bonjour Jean-François. Alors, je ne sais pas si son micro est ouvert. Je n'ai pas entendu son Pas entendu retour non plus. à Dominique. Est-ce que son micro est ouvert? Je crois pas. Voilà, Si, c'est bon. ça y est, c'est arrivé en tout cas, on a les retours. Je suis ravi de vous retrouver. On a des invités, semble-t-il, sur le plateau. Vous êtes de la région? Oui. De quel endroit? De Montpellier, et vous? Le Cresse. Du Crest, et vous? Saint-Jean-de-Corny. Saint-Jean, ok, et vous, mademoiselle? Téhéran. Téhéran, et vous-même? Également, Terrain. Également. Vous aimez les vins de notre région? Bon, mais vous êtes entre de très bonnes mains. Que va-t-on déguster aujourd'hui, Dominique? Alors, on va déguster bien sûr les 4 départements. Donc, on aura pour démarrer un vin blanc qui s'appelle les Marnes du Mas-Granier, donc en coteau du Languedoc sur le Gard, sur la partie, pardon, excusez-moi, sur la partie héroltaise, donc pas très loin de Sommières en fait. Je vous On est interromps une quasiment- minute. Si on peut monter le retour de Dominique Oui. Laporte, je ne suis pas certain que les personnes qui sont sur le plateau entendent ce qu'ils disent. Il faut monter vraiment son micro. Là, c'est bon? Je ne suis Non, pas je suis pas sûr. sûr non plus. Je suis pas sûr. En Ça va régie, mieux là ou pas? Est-ce que ça va mieux? un petit peu plus fort en régie. Un petit peu plus fort. Voilà, C'est bon? on essaye, on va voir. Alors on recommence. Donc d'abord on démarre avec le Mas-Granier, donc avec la cuvée Les Marnes. Merci. Donc Jean-Philippe Granier qui est une personne assez connue dans la région qui défend notre patrimoine. Donc là on va être sur la zone donc à Asper, à côté de Sommières, donc dans le Gard. On aura ensuite un cépage un peu particulier puisqu'on est sur du Cabernet. Hier on a goûté un Pinot Noir, aujourd'hui un Cabernet. Donc un Cabernet franc qu'on trouve beaucoup dans nos voisins de la Loire notamment. Oui. Et ensuite, on aura un vin du Roussillon, un Côte catalane, où là, on sera sur une dominante de Syrah et une appellation bien connue des Montpelliérains, bien sûr, un Pic Saint-Loup, avec Mas-Fournel, donc pour la suite de la déclinaison. Voilà, c'est l'atelier œnologique avec Dominique Laporte. Bonne dégustation, à tout à l'heure, Dominique. Merci. Donc déjà, vous servir le premier vin, bien sûr, ce vin blanc. Alors, est-ce que vous avez déjà tous dégusté? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on recherche quand on fait une dégustation ou pas? Non, pas vraiment. Alors vous avez vu certainement que dans la dégustation, des fois on va rechercher à regarder la couleur, à essayer de comprendre bien sûr les odeurs et surtout ce qui va se passer en bouche. Alors il faut savoir que quand on déguste du vin, généralement on a toujours tendance à prendre le vin et à le déguster sans forcément se poser de questions. Et au final, ce qu'il faut, c'est passer par différentes petites étapes qui vont nous guider, qui vont nous apporter des éléments pour mieux comprendre la dégustation. Donc la première des choses, c'est la couleur. La couleur va nous donner une notion déjà par rapport à l'âge du vin, par rapport à sa maturité. On va avoir aussi la notion d'évolution. Est-ce que le vin reste très jeune? On va avoir des couleurs plutôt vertes quand les vins seront très jeunes sur les vins blancs et qui vont évoluer vers des couleurs parfois un peu orangées, un peu brunes quand le vin est vieux. Là, en l'occurrence, on voit qu'on est sur un vin donc, qui est d'une robe assez dorée. C'est la couleur qu'on peut avoir comme nuance. Bon, pour les femmes, la couleur or, généralement, elles ont l'habitude, elles y arrivent bien. Je sais pas, non? Ça va, la couleur or? Donc on est sur un or assez clair quand même. Pourquoi? Parce que le vin est relativement jeune, on est sur un millésime 2013. Alors ce qui va varier, si vous voulez, au niveau de la couleur, c'est qu'un vin jeune va avoir une couleur qui va être souvent un petit peu plus légère, plus lumineuse, surtout beaucoup plus acide et forcément beaucoup plus brillante. Ça va être souvent un élément qui va nous donner l'incidence de la jeunesse ou du vieillissement d'un vin. Tant qu'un vin a une belle brillance, c'est que c'est un vin qui est sain, qui est en bonne santé, donc qu'on va pouvoir déguster sans aucun problème. Ce qui se passe aussi, c'est que dans une région froide, la maturité du raisin elle est beaucoup plus difficile, alors que dans une région chaude, le raisin mûrit pleinement et on arrive, comme tout fruit bien mûr, on a une couleur plus prononcée. Là, en l'occurrence, on est dans la région, donc forcément, on sait très bien que nos fruits mûrissent bien généralement. Donc on aura des couleurs plutôt marquées, plutôt bien prononcées. Donc là, on voit c'est une couleur dorée assez normale pour la région. Et vous allez voir, donc on est sur des cépages qui ne sont pas forcément très colorés à la base, comme le grenache, mais on a un cépage beaucoup plus coloré et beaucoup plus marqué justement sur cette épaisseur, sur ce gras que l'on va voir dans le vin, qui s'appelle le Viognier. Alors vous avez vu que souvent, vous voyez des gens qui font tourner le vin comme ça dans le verre et qui regardent ensuite ce qu'on appelle les larmes. Alors hier, on en a parlé avec certaines personnes qui dégustaient. Ces larmes, c'est vrai qu'on a toujours tendance à en tirer des conclusions, à se dire, grâce à ça, c'est un vin de qualité ou pas. Pourquoi pas? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les larmes, elles sont conditionnées par la quantité d'alcool contenue dans le vin en lui-même, mais aussi la quantité de sucre, et un élément qui est difficile à mesurer qui s'appelle le glycérol. C'est ce qui donne l'impression de velouté, d'onctuosité dans le vin. Et notamment, on l'a très marqué sur un des cépages qui composent ce vin, c'est le Viognier. C'est un cépage qui est très gras, très riche. Alors, hormis cette partie visuelle, ce qui va après nous plaire, bien sûr, ça va être l'aspect gustatif. Mais avant, comme tout aliment, quand on le sent, on va avoir envie ou non de le déguster. Donc on va d'abord sentir le vin
sans l'aérer, juste on va le sentir. Alors sentez au début, si vous pouvez, sur le haut du verre, et ensuite vous descendez un peu plus profondément dans le bas du verre. Donc vous sentez que tout en haut du verre, on a des arômes qui sont plutôt légers, assez aériens, assez floraux. On a un caractère vraiment de fleurs très fines. Et quand on descend plus profondément dans le vin, on commence à sentir des arômes un peu plus fruités. Et on a même une odeur un tout petit peu plus vanillée. Je ne sais pas si vous avez cette odeur un peu vanille, noix de coco quasiment, qui est liée à l'élevage. Ça veut dire que c'est un vin qui a eu un élevage en barrique. Et cette barrique apporte cette connotation un petit peu plus douce, un peu plus sucrée même quasiment. Est-ce que vous le ressentez ça ou pas? Un tout petit peu? Alors, pour le sentir plus fortement, il va falloir faire une chose très simple, c'est faire tourner énergiquement le vin dans le verre. Alors au début, vous pouvez vous aider et le faire comme ça sur la table. Hein. Et après, vous sentez tout de suite. Et là, vous voyez que les arômes ne sont pas tout à fait les mêmes. Ah oui, je vous vois, surprise quand même. C'est vrai que c'est beaucoup plus aromatique. Pourquoi? Parce qu'on a fait rentrer de l'oxygène dans le vin et on a développé les molécules aromatiques plus lourdes qu'on sentait moins dans le vin. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par ces phases-là avant de déguster un vin, pour pouvoir profiter. Je veux dire, si vous allez au cinéma, ce n'est pas pour voir les 10 dernières minutes. C'est pour voir l'ensemble de l'intrigue jusqu'au dénouement de cette histoire. Alors ensuite, une fois qu'on a vu cette notion aromatique, elle va être plus ou moins plaisante, plus ou moins fruitée, plus ou moins agrume, plus ou moins acidulée. Donc, et parfois, elle va avoir des arômes d'évolution aussi quand le vin est vieux. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. On a plutôt des arômes de fruits, des arômes frais. On a vraiment l'impression qu'on a emprisonné du fruit dans une bouteille. Je ne sais pas si c'est l'impression que vous avez. C'est relativement croquant, relativement frais. Alors ensuite, par rapport à ça, on va goûter le vin. Alors quand on va le goûter, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir 3 petites phases qui vont arriver successivement. D'abord, vous avez le vin qui va recouvrir le palais, donc la langue, de son épaisseur, de sa viscosité naturelle. Et ça, généralement, on appelle ça l'attaque en bouche. Alors, il n'y a rien de sorcier à tout ça. C'est l'impression tactile que le vin donne sur la langue. Mais que vous le fassiez avec de l'eau, avec du vin ou avec une autre boisson, on a toujours une impression veloutée. Donc c'est la partie où on va juger quelque part de l'onctuosité, du moelleux d'un vin. Ça ne veut pas dire pour autant que le vin va être sucré. Il va être velouté ou rond. Certains seront beaucoup moins ronds que d'autres. Pourquoi? Parce que derrière, vous allez avoir de l'acidité qui va être tonique sur la langue et qui va amoindrir l'impression de velouté et tout de suite qui va vous rafraîchir. Donc déjà, on va se concentrer sur ces 2 parties et vous allez voir ce qui se passe. Alors, goûtez une petite gorgée. Si vous voulez mieux sentir les choses, ce qu'il faut, c'est prendre une petite gorgée, la faire tourner dans la bouche, aspirer un petit peu d'air en même temps. Alors, ce n'est pas super élégant quand on est à table, mais par contre, en dégustation, ça permet de rentrer un peu d'air et ensuite d'en mettre sur tout le palais pour le mettre vraiment sur tous les capteurs qu'on a dans la bouche. Alors, sachez que lorsqu'on déguste, avaler ou recracher ne changera rien à votre perception. Après, c'est sûr que si on avale à chaque fois, c'est un peu plus compliqué. Donc, toujours avec modération. Donc là, vous voyez qu'au tout début, on a eu quelque chose qui était relativement épais, relativement rond. Vous avez ressenti ça, je pense. Et après, l'acidité, vous l'avez ressenti comment, cette fraîcheur? Très marquée ou au contraire, très réservée? Assez marquée. Alors, c'est ce qui est paradoxal, c'est qu'on a beaucoup d'onctuosité et derrière, une acidité très marquée aussi, très tonique. Alors ça, c'est ce qui rend le vin justement agréable, puisqu'on a les 2 éléments principaux qui sont relativement riches et relativement marqués. Et vous avez ensuite, après l'avoir avalé, vous avez l'impression que sur le palais, il y a comme une rugosité. On a l'impression d'avoir un petit grain sur la langue, comme si la langue s'était transformée en papier à poncer, en fait. Mais très fin. Ça, c'est apporté par des éléments qu'on appelle les amers ou les tanins. Alors, normalement, les vins blancs n'ont pas de tanins, parce que si vous voulez, on ne laisse pas généralement les peaux en contact avec le jus, ce qui va donner la force au vin et le caractère un peu tannique. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Mais par contre, on a des cépages, comme le Viognier notamment, qui a beaucoup de goût et qui a beaucoup d'amertume naturelle. Donc ça va lui apporter de la dimension, du volume en bouche et une très longue persistance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a avalé ou recraché, on a l'impression que le vin est toujours là pendant quelques secondes. Et ça, alors si on veut, entre guillemets, lors d'un repas, en sortir un petit peu et faire croire qu'on connaît beaucoup de choses, vous parlez de persistance aromatique intense. Alors là, vous allez les scotcher tout de suite. En fait, ce qu'il faut, c'est, si vous voulez, lorsque vous dégustez et que vous avalez, le vin, une fois que vous l'avez en bouche, il a son comportement, c'est-à-dire son acidité, son amertume et sa rondeur. Et lorsqu'on l'avale, bien sûr, ça va se modifier, mais au bout de quelques secondes, qui peuvent être 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. On appelle ça la durée en caudalie. On a fait croire que c'était une unité de mesure scientifique, mais une caudalie, c'est 1 seconde. C'est très simple. Donc on compte au rythme des secondes, et dès qu'on sent qu'il y a un des éléments qui se modifie, à savoir un peu moins d'acidité, un peu moins de rondeur, de l'amertume qui devient désagréable, on arrête de compter au rythme des secondes. Et du coup, ça va nous donner la longueur d'un vin, sa persistance. Alors si vous voulez, on peut s'amuser à le faire. On va tous prendre une petite gorgée au même moment, et on va l'avaler ou la recracher au même moment. Et là, je vous demanderai de vous concentrer, et quand vous sentez une évolution,
Je vous ferai signe, normalement, vous allez sentir un mouvement, quelque chose qui va se passer. Alors, on prend cette petite gorgée. Là, on avale une petite gorgée. Oui, là, on est à peu près à 4-5 secondes. On commence à avoir de l'amertume qui devient un peu plus agressive. Il est moins plaisant. Donc, les éléments ont changé au bout de 4-5 secondes à peu près. Donc, ça veut dire que sa persistance aromatique est de 5 caudali. Oui, maintenant, on va pouvoir se la jouer comme ça le soir. N'hésitez plus à la maison. En fait, pourquoi on fait ce genre de choses? Vous allez me dire, c'est parce que le vin est meilleur ou qu'il est moins bon? En fait, ça veut strictement rien dire. Il y a de très bons vins qui durent 3 secondes, et il y a des très grands vins qui, eux, vont durer 10 secondes. Mais pour autant, ce n'est pas un meilleur vin. C'est une question de plaisir, d'instantané. En fait, ce qu'il faut juger par rapport à cette longueur, moi j'aime bien souvent dire que c'est un peu l'échelle sociale du vin. C'est-à-dire que c'est un vin à boire simplement ou à boire dans un plat ou une occasion un petit peu plus solennelle. Un vin qui est court, c'est pour une occasion très simple. Un exemple, un vin primeur, par exemple, on aura tendance à le boire avec de la charcuterie, tout simplement, avec des copains, dans une ambiance très décontractée. Par contre, si on vous met un vin d'une qualité exceptionnelle, qui est un long vin de garde ou autre, vous n'allez pas le servir avec n'importe qui, vous allez choisir vos invités, faire un plat peut-être un peu travaillé, un peu mijoté, parce que c'est un vin qui demande un peu plus. Donc cette longueur va nous permettre surtout de choisir le moment de dégustation et par voie de conséquence, le plat qui va être servi avec. Et justement, le plat, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on mange avec? Alors je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, hein, généralement ça fonctionne bien pour vous. Alors oui, celui-là, quelque chose, voilà, l'apéritif, avec quelque chose d'un peu sucré, oui, pourquoi pas, parce qu'il y a de l'onctuosité, il y a de la rondeur, et des poissons. Et quel type de poisson, justement? Et imaginez-vous, quand vous prenez une gorgée de ce vin, quel type de poisson? Alors j'entends du lot, oui. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Alors lot, c'est venu comme ça, peut-être naturellement. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi la lotte. La lotte, il faut savoir que c'est quand même un aliment, quand on le mange, qui a une résistance, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mâcher, c'est quelque chose qui a de la fermeté. Et du coup, quand il y a de la rivalité, de la fermeté, il faut des vins qui ont aussi une certaine forme de résistance. Et là, en l'occurrence, sur ce vin, il y a de la matière, il y a de la solidité, donc on va préférer des plats où il y aura de la résistance. Par exemple, du cabillaud qui va être fondant dans la bouche, ça va se laisser écraser par ce type de vin, alors que celui-ci pourra résister. Et aussi, on pourrait très bien le servir, par exemple, avec de la volaille, sans aucun problème. Parce que la volaille, ça reste une viande blanche, qui n'appelle pas forcément des viandes rouges et des vins rouges tout le temps, mais on va avoir une préférence justement pour des vins qui auront un peu de matière. Donc une volaille crémée, ça pourra fonctionner très bien. Un petit peu de crème, de champignons par exemple, ça fonctionnera. Ça vous a plu ce vin blanc? Oui, tous? Alors on va vider nos verres et on va déguster donc le vin suivant. Donc là on était donc dans le Gard, donc avec le Mas-Granier Les Marnes en Coteaux du Languedoc, donc millésime 2013. Et là, nous allons poursuivre avec un vin donc, de l'Aude, mais la particularité, on est sur du Cabernet Franc, qui est un cépage qui, normalement, est un des cépages traditionnels et historiques de nos amis du vignoble de la Loire, donc généralement aux alentours de Tours. Donc, ce n'est pas forcément son origine principale de se retrouver ici. Alors, pourquoi ce cépage, on l'exploite dans la région, vous allez me dire? C'est quand même assez particulier. Il faut savoir que dans le Languedoc-Roussillon, on a tendance à toujours parler de notre région comme une région très chaude. Et en fait, au final, dans l'arrière-pays, quand vous allez sur les premiers contreforts des Cévennes, sur le Larzac, dans la zone du Minervois ou même vers Limoux, Carcassonne, on se rend compte que le climat est beaucoup plus frais. Ils ont surtout des variations entre le jour et la nuit qui sont plus importantes que sur le bord de mer, où on a malgré tout une régulation qui est faite par la mer aussi, qui va amoindrir un petit peu la température, notamment la nuit. Du coup, le fait que ce climat est beaucoup plus frais, on va pouvoir mettre des cépages qui réussissent dans des régions plus fraîches. Et là, c'est en l'occurrence le cas pour ce Cabernet Franc. Donc c'est le domaine de Bordelongue avec Roquetaillade, et on est donc sur un millésime 2012. Donc la particularité du Cabernet, tel qu'on le connaît, on connaît souvent le Cabernet Sauvignon dans les régions bordelaises par exemple, ou ici dans des vins de cépage. Mais par contre, en appellation d'origine contrôlée, on ne peut pas l'utiliser parce que traditionnellement ici, ce n'est pas un cépage de notre région. Mais ça ne nous empêche pas de faire des IGP qui s'appelaient avant les vins de pays. Donc c'est un style, et on va avoir l'identité de ce cépage qui va être très marquée. Alors déjà, ce sont des cépages qui généralement sont relativement bien colorés, ont une couleur assez intense. Et là, on est sur un grenat assez marqué, avec des nuances un petit peu bleutées, qui sont synonymes encore de jeunesse. Quand vous avez des notes de bleuté dans un vin rouge, sur la couleur, c'est qu'il est jeune. Dès que vous avez des notions de brun, voire d'orangé, c'est que le vin a subi un peu d'élevage et quelques années d'évolution. Donc c'est comme ça qu'on arrive à voir si le vin est un peu vieux ou pas. On voit qu'il est toujours bien brillant aussi, donc une bonne acidité, un vin qui a l'air sain et parfait à déguster. Donc là, vous allez voir aussi au niveau des jambes, dont on a parlé tout à l'heure, qu'elles sont relativement fines, relativement rapides par contre, complètement différentes de ce qu'on avait tout à l'heure. Alors on va le sentir, on va profiter.
Alors, est-ce que le nez est agréable déjà? C'est la première chose qu'on recherche. Agréable ou désagréable? Si auquel cas on avait une odeur désagréable, c'est un vin qu'on va peut-être rejeter parce qu'il a peut-être une odeur de bouchon. Alors c'est puissant. Alors vous avez dit agressif, mais c'est vrai que c'est une odeur qui est très puissante, très pénétrante comme odeur. Elle ne laisse pas indifférent. Alors on aime ou on n'aime pas après suivant les personnes, mais en tout cas elle est très marquée. C'est vrai qu'elle est très aromatique. Là on ne peut pas dire le vin ne sent rien, hein. Il est très parfumé, très intense. Alors maintenant essayez de me dire la famille d'arômes. Est-ce qu'on est plutôt sur des fruits blancs, sur des fruits rouges, sur des fruits noirs, sur des notions d'épices, sur du végétal? Quelles sont les impressions que ça vous donne? N'hésitez pas à l'aérer, bien sûr, hein. Fruits noirs, c'est-à-dire le côté un peu confit de fruits très mûrs. C'est ça, vous êtes tous d'accord? Fruits noirs? Alors moi, je suis assez d'accord, mais vous avez après, une fois qu'on a isolé ces notions de fruits noirs, on a tout de suite une odeur qui est assez marquante. Je ne sais pas si vous la ressentez. Non? Essayez d'aérer un peu plus. On a une odeur un peu végétale qu'on va souvent rapprocher à l'odeur de poivron vert. Et souvent, c'est assez caractéristique des cabernets, que ce soit le cabernet franc ou le cabernet sauvignon, d'avoir du végétal qui rappelle un peu le poivron vert, parce que c'est des cépages qui n'arrivent que très rarement tout au bout de leur maturité, et un cépage qui n'est pas complètement mûr va garder des arômes de manque de maturité, c'est-à-dire de vert, de végétal. Alors on aime ou on n'aime pas, ça dépend un peu des personnes, mais il est clair que des poivrons rouges, des poivrons verts, ce sont deux choses différentes. Les deux sont bons, mais on n'a pas la même perception. Alors quand il est vert, c'est vrai que c'est très végétal, quand il est rouge, il est plus sucré le poivron. Donc là on sent qu'il est plutôt sur le côté un petit peu poivron vert, mais il a un peu de maturité quand même, donc en bouche on aura peut-être une perception différente. Alors maintenant on va le déguster et voir les mêmes phases, sauf qu'attention, là vous allez avoir donc de l'onctuosité, de l'acidité, et vous allez avoir, en plus de l'amertume qu'on avait tout à l'heure sur le vin blanc, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle les tanins, qui va donner une impression un petit peu râpeuse sur la langue. Ça, ce sont les tanins. Donc vous allez l'avoir en plus. Donc dégustez et essayez de voir donc, s'il y a une harmonie entre ces trois éléments. Alors vous voyez que l'onctuosité, la rondeur, elle est très faible. On la sent quasiment pas. Par contre, l'acidité, elle est très marquée. Et surtout, c'est l'amertume qui arrive très vite. Mais vous les voyez successivement qui arrivent par phase. C'est ça qui est assez spectaculaire quand on comprend comment déguster. Après, on se concentre et on arrive tout de suite à ressentir les choses. Là, on pourrait dire que dans son équilibre, c'est un vin où l'amertume domine, bien supporté par la fraîcheur. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que s'il avait eu beaucoup plus d'alcool ou beaucoup plus de rondeur ou de sucre résiduel, on sentirait moins l'amertume et moins l'acidité, puisque le sucre aura tendance à gommer l'acidité ainsi qu'à gommer l'amertume. Par contre, l'acidité qui est excessive et assez marquée dans ce vin, sans être désagréable, mais elle est assez puissante quand même, elle aura tendance à faire ressortir encore plus les amers. C'est comme dans une recette de cuisine, si vous mettez un peu d'acidité, par exemple dans du poivron, le poivron va être encore plus amer. Au contraire, si vous le faites cuire, vous y mettez un petit peu de sucre, vous allez casser l'amertume. Donc il faut jouer sur ces notions d'équilibre. Et un vin, c'est que de l'équilibre. Alors, est-ce que vous avez pu voir combien de temps il durait? Non? Vous voulez qu'on le refasse? C'est plus court, vous avez l'impression? Oui? Alors, on va le goûter. Là, on avale. Voilà, au bout de 4 secondes, l'agressivité des tanins commence à être plus marquée et ces amers deviennent un petit peu plus dominants et écrasent un peu le reste de la structure. Donc, c'est à peu près 4 secondes. Ce qui, pour un vin rouge, n'est pas exceptionnel. Mais pourquoi? Quel est le sentiment que vous donne ce vin? Est-ce que vous avez envie de le garder ou est-ce que vous avez envie de le boire? Comment vous le ressentez? Plutôt de le boire. Je suis d'accord, c'est un vin qu'on a plutôt envie de boire. Mais après, vu la particularité de son goût, c'est peut-être pas pour tout le monde, on va dire. Vous, est-ce que vous l'avez aimé? Tout seul comme ça? Oui? Oui? Ah voilà, vous en mangeant, c'est ça. Seul comme ça, un peu moins. Alors je suis d'accord, ça dépend, et ça montre un peu le panel aussi qu'on a dans les consommateurs, c'est que personne n'aime les mêmes choses, en fonction de son éducation, de ce qu'on a goûté et du bagage aromatique que l'on a en bouche, tout simplement. Donc du coup, on va préférer certaines choses. Par contre, si je vous dis, on sert ça avec de l'agneau, par exemple, rôti avec une petite ratatouille, sachant que la ratatouille a un peu d'amertume, et il y a l'acidité de la tomate, il y a un côté un peu confit quand ça cuit, l'agneau a cuit pas mal, ça peut fonctionner pas mal. Parce qu'on va jouer sur ces arômes assez proches, mais avec plus d'onctuosité. Après, par exemple, un steak de cheval, oui, si vous voulez. Mais après, ce qui peut être pas mal aussi, ça peut être quelque chose, par contre, qui va casser l'amertume. C'est-à-dire que là, si on n'aime pas cette amertume, on va chercher à la casser. Donc comment on va la casser? On va chercher de l'onctuosité ou de la sucrosité dans les plats.
Qu'est-ce qui va avoir de la sucrosité dans les plats? Les plats mijotés très longtemps. Donc vous faites par exemple un gigot d'agneau, par exemple la fameuse recette de gigot d'agneau de 7 heures. Quand on le mange, il devient tellement fondant sur la bouche qu'on n'a plus besoin de mâcher. Là, il n'y a pas beaucoup de tanin, donc c'est parfait. Par contre, l'amertume sera amoindrie parce que la viande devient tellement épaisse et tellement concentrée en goût qu'on a l'impression d'avoir un peu de sucrosité et de gras sur la langue. Et du coup, cette couche va nous protéger de l'amertume et le vin paraîtra moins agressif. Donc si vous voulez, on peut toujours adapter. Ça dépend vraiment du profil des gens et de ce que vous allez faire à manger. Alors il faut se dire en fait qu'il n'y a pas de bon et de mauvais vin. Après, c'est qu'une question de goût personnel, mais il y a surtout des vins qui sont bien ou mal adaptés à une situation, à un plat, à un moment précis de la dégustation. On enchaîne sur le vin suivant. Alors on va partir en balade jusque dans le Roussillon, dans les Côtes catalanes. Donc là, on est sur un IGP Côtes catalanes avec le domaine Riarcaden, millésime 2012. Et là, on n'aura qu'un seul cépage aussi, qui s'appelle la Syrah. Alors la Syrah, c'est vrai que c'est un cépage, comme vous le voyez, qui est relativement intense en couleur et très noir. Et c'est un cépage qui est originaire du nord de la vallée du Rhône, donc dans les environs de Vienne, notamment les appellations comme Côte-Rôtie par exemple et Hermitage de nos voisins rhodaniens. Et nous, en fait, on l'a fait venir dans la région parce qu'on estimait que c'était un cépage qui avait énormément de qualité, ce qui est vrai, pour donner une pâte différente à nos vins de la région. Quand on a pris le parti de faire des vins de qualité il y a une trentaine d'années environ, où on a vraiment changé complètement la façon de faire les vins, on a fait évoluer les choses. Et ce cépage nous a permis d'apporter un peu d'acidité et un peu de structure dans les vins, alors qu'on avait l'habitude ici de faire, c'est vrai, des vins qui pouvaient être très concentrés par le soleil, mais qu'on récoltait des fois un peu trop tôt et on n'allait pas jusqu'au bout des maturités. Et lui a permis un changement de comportement vis-à-vis des consommateurs et d'avoir des vins justement de qualité meilleure petit à petit. Alors c'est vrai qu'il y a des zones où il réussit mieux que d'autres. Notamment, c'est un cépage qui a besoin d'avoir une maturité très lente, donc il réussit mieux souvent sur des contreforts un peu frais, c'est-à-dire soit sur les montagnes, soit sur des zones où les amplitudes entre le jour et la nuit sont très marquées. Dès qu'il y a des grosses variations de température, là on est sûr que ça réussira bien. Notamment, il donne de bons résultats dans le Pic Saint-Loup, de très bons résultats notamment sur le Minervois, certaines zones des Corbières, et là notamment dans les Côtes catalanes. Pourquoi? Parce qu'on est proche donc des Pyrénées, et du coup, entre le jour et la nuit, vous avez des différences très importantes de température. Alors vous voyez la couleur? Donc je vous disais, c'est un grenat assez intense, quasi pourpre même, hein, on a vraiment quelque chose de très noir. Vous voyez qu'on arrive à rien voir à travers, hein, aucune transparence. Donc ça, c'est sa particularité. Ah, vous allez juste devant la caméra, madame. Donc vous voyez par contre aussi toujours belle brillance. Alors ça, c'est aussi une des caractéristiques de ce cépage, c'est d'avoir une acidité naturelle très importante. C'est pour ça qu'on le rajoute à d'autres cépages comme le Grenache ou le Carignan pour apporter cet équilibre, cette énergie dans les vins. Alors aromatiquement, est-ce que vous le trouvez plus ou moins parfumé que le précédent? Plus parfumé pour vous? Moins? 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 Et plus. Alors les femmes le trouvent moins parfumé, les hommes le trouvent plus parfumé. Alors voilà, vous voyez déjà, encore il n'y a pas d'égalité non plus hein, dans la perception. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a des seuils de perception qui ne sont pas forcément les mêmes. Peut-être que ces messieurs le retrouvent plus marqué parce qu'il y a un côté épice qui est très percutant. Et peut-être que vous, ce côté épice ne vous choque moins quelque part, alors que le côté surmûri lié à la générosité, à l'alcool du vin, vous gêne un peu plus. Donc du coup, vous préférez peut-être ces odeurs et les trouver moins agressives. C'est une question en fait de subtilité, d'arôme qu'on aura une personne par rapport à l'autre. Alors c'est vrai que bon, je vous ai un peu dévoilé ce qu'il y avait comme odeur. Un peu de fruits noirs, un peu de fruits rouges, des épices. Alors il y a un côté poivré, moi je trouve, qui est assez marqué quand même. On a vraiment l'impression d'avoir du poivre noir fraîchement moulu. C'est assez piquant quand même au niveau du nez. Alors on va voir si en bouche ça se confirme. Donc on va déguster, essayer de comprendre les mêmes phases aussi que ce qu'on a vu sur les vins précédents. Alors vous voyez que le comportement est différent. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'assez onctueux. Ensuite on a l'impression que le vin repart un peu en arrière. Et ensuite on revient se livrer avec beaucoup de tanins, une amertume qui est un peu particulière, qui nous fait faire un peu la grimace quasiment. Mais après, derrière, on a la rondeur qui revient derrière. Après, cette rondeur qu'on n'avait pas au début, on la récupère à la fin. Et ça vient quelque part enrober cette impression un peu particulière qu'on avait en milieu de bouche. Alors, qui aime? Parce que c'est particulier quand même. Vous aimez bien, tous. Alors, vous le trouvez fort. Alors, ce côté, voilà, ce côté peut-être assez généreux qu'on a en fin de bouche par la forte maturité du raisin, peut-être vous déplaît. Mais justement, ça dépend. Vous voyez, sur l'ensemble des personnes, vous n'avez pas tous le même jugement. Et c'est justement ce qui est intéressant. Sinon, on n'aurait qu'un vin sur Terre. Hein, donc, ça serait un peu triste. Alors, et avec celui-ci, vous le consommeriez avec quel type de plat? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir avec ça? Vous
pour essayer de voir si vous avez compris quel type de plat on allait faire en accord mets et vin. Alors de la viande, oui, de la viande rouge plutôt. Oui. Alors plus fromage. Ici, à Roquefort. Alors là, il y a un grand débat. Hein. Il y a un grand débat sur les vins rouges et le fromage. C'est vrai que c'est par tradition qu'on boit toujours du fromage avec des vins rouges. Mais je vous assure que les seuls rares fromages qui se marient très bien avec le vin rouge, c'est le Saint-Nectaire. Après, quasiment les autres fromages, ça va très bien avec des vins blancs, voire avec des vins doux. Et justement, il y a des expériences assez intéressantes à faire. C'est par exemple, parler de Roquefort, de faire des Roquefort avec des vins doux naturels, notamment de la région, par exemple, des Maury, des Banyuls, ce genre d'appellations vont très très bien, ou des Rivesaltes. Alors, on a invité surprise aujourd'hui, Ah oui, la statue. ah oui Dominique, tu as compris. Hein. Enfin, vous avez compris. On a un invité surprise. Une statue en mouvement. Une statue en mouvement, tiens, ça change Exceptionnellement aujourd'hui. On va voir si ça le laisse de marbre. Speaking only English. Ok. What? Qu'est-ce que vous en pensez? What do you think about this wine? I want some more. Ah, I want some more. Very good for you? Yes, it is. Where do you come from? Madrid, Spain. Ah, Madrid. You are not an American boy, you are a Spanish boy. Yes, I am a Spanish boy. Ok, vamos a ver. Vamos a hablar español ahora. Allez, ¿qué quiere? ¿Otro? Oh, no, sí, con esto es suficiente. ¿Está de aquí? ¿De Languedoc-Roussillon? es de Cataluña. ¿Es catalán? Sí. Oh, pues yo soy castellano, Ah. pero no hay problema. No hay problema. Es bueno. Buenísimo. ¿Cuándo es? Bueno. Buenísimo. ¿Eh? ¿Cómo te llamas? José. José. Bienvenido a José. Alors, c'est la fin de l'atelier. C'est avec peut-être Ouais. avec Rossi. Il en reste Il nous en encore. reste encore un, donc c'est pour ça. On a Oh été un là peu là, plus long aujourd'hui, parce mais que on je voyais l'heure profite. passer, Non, mais ça va. Dominique. On allait enchaîner justement, ben, c'est peut-être l'occasion de profiter de déguster le dernier avec nous. je On pense, attend, ok. Mais je vais déguster. Le dernier avec nous. Mettez-vous Allez. là, Rosé, là. Mettez-vous là, Rosé. If you want, you can stay here. If you prefer Alors. to go out, no problem. Okay. It's nice. On va faire Nice goûter for you. le dernier, le Pic Saint-Loup, donc qui est un vin vraiment connu Nice de tous les wine. Montpelliérains, je So, suppose. I'm okay here. Okay. And now you have to listen, Dominique. Is the best one for the wine of Languedoc-Roussillon. Okay for you? Yes, it's okay for me. Ok, we go. Ben voilà, hein, tu parles un petit peu anglais? Vous parlez Oui, un petit bien peu sûr. anglais Ben, je vais déguster avec vous. Hein. Tu vas- alors, hop. Alors en fait, Ici. monsieur Rosé passait par là. Je l'ai trouvé très sympa parce qu'il a dû travailler durement aujourd'hui. If you want to try the Thank next you. one, Train, this one is different. If you want to try it, Yeah. chin, different one, another one. c'est un the name- Pic Saint-Loup. C'est un Pic Saint-Loup, celui-ci. Donc Les on est avec Saint-Loup. Mas de Fournel, donc en Pic Saint-Loup, donc qui est un coteau du Languedoc, donc très proche de Montpellier. C'est différent. C'est pas plus fort. C'est Ça va être différent. peut-être un petit peu plus rond, Ok. plus, enfin, sans être, comment dire, sans employer un mot facile, mais plus rond, plus facile à consommer peut-être. Ok. Parce que c'est un vin plus fédérateur généralement. Donc millésime 2012. L'autre était très particulier, très puissant. Lui, il est quand même un petit peu plus en douceur, en velouté. Okay. Totally different. You will Ok. see. Santé. Cheers. Santé. Alors donc Santé, sur ce dernier vin, on termine donc avec la coqueluche des Montpelliérains. On est à la foire de Montpellier. Donc c'était un peu Ah, l'occasion. le Pic Saint-Loup. Et oui, alors le Eh Pic oui. Saint-Loup, toujours un assemblage donc de Syrah, de Grenache, parfois un peu de Carignan et de Mourvèdre. Ça, c'est un peu la recette, on va dire, classique de tous ces domaines. Et là, on est donc sur un vin où vous voyez qu'on a une couleur un tout petit peu plus faible que ce qu'on avait tout à l'heure, parce que la Syrah est beaucoup plus prononcée, mais le Grenache a moins de matière colorante. Donc du coup, on tombe sur une couleur un peu intermédiaire, mais ce qui ne veut pas dire C'est que le un- vin va être meilleur ou moins bon, ça n'a rien à voir. C'est vraiment la notion de capacité qu'ont les cépages. Alors aromatiquement, je crois qu'il y a une odeur assez particulière quand même, non? Un peu doux, oui. Oui. C'est plus doux, exactement. Par contre, il n'y a pas une odeur vraiment qui se révèle, c'est-à-dire que c'est beaucoup de choses. Alors, ouais, c'est une odeur un peu, oui, de fleurs, on dirait un peu les odeurs d'iris ou de choses comme ça qui sont très marquées, très puissantes. Par contre, on n'a plus la notion de fruits noirs qu'on avait tout à l'heure, on est plus sur des notions de petits fruits rouges. C'est-à-dire qu'on a cette notion un peu acidulée quasiment dans le vin. Alors on va le déguster aussi. Alors c'est le propre du Pic Saint-Loup, vous voyez, c'est très facile. I like C'est this très one rond. more. Il préfère celui-ci. Ben, je le comprends. Tu I know why. It's me. I mean, Si.
Particularment. Il comprend. Hein. Si, si. Donc la particularité, c'est qu'on est sur des vins, et c'est le propre de ces vins du Pixel Loup, c'est que c'est assez charmeur, c'est à la fois puissant, rond, facile, il y a des parfums, c'est assez plaisant. Et quelque part, quand on pose un Pixel Loup sur une table, c'est vrai que généralement tout le monde apprécie, ça fait l'unanimité. Pourquoi? Parce qu'aussi on a peut-être cette facilité dans ce terroir où la Syrah va apporter l'acidité, le grenache mûrit relativement bien sans être excessif en alcool. On a toujours une belle balance en fait entre tous ces éléments que compose le vin par ces cépages. Et du coup, on a une bonne persistance aussi. C'est peut-être un peu moins persistant que le vin précédent, donc du Roussillon, mais on a peut-être un plaisir plus immédiat. C'est vrai qu'on a envie de le boire celui-là plus rapidement, alors que le précédent, on avait peut-être 5-7 ans de garde au minimum. Oui, c'est un peu la particularité. Donc on en revient sur le fait qu'il n'y a pas de vérité en matière de vin. C'est par rapport à son goût, et la finalité, c'est j'aime ou j'aime pas. Mais le but de nos petites dégustations aussi, c'est de comprendre pourquoi on aime et pourquoi on n'aime pas, pour mieux acheter après vos vins, pouvoir vous exprimer aussi vis-à-vis des vignerons ou de vos cavistes qui vont vous vendre les vins. Ça permet comme ça d'avoir un meilleur discours et de pouvoir être mieux conseillé par la suite. Voilà. Un petit mot peut-être. Ah non, non, non. Juste, est-ce que vous avez une question pour Dominique? Allez, attendez, je vous donne le micro, qu'on entende aussi la question dans le reportage. Si. Je dis qu'il faut ouvrir des bouteilles de vin en supermarché pour qu'on goûte, pour voir si c'est Mais ils ne le font pas. Chez les cavistes, oui, par contre. Chez les cavistes, oui. Peut-être sur des ateliers. En tout cas, si vous en avez terminé, Dominique. Oui. Merci à nouveau pour cet nouvel atelier pédagogique, œnologique, ici avec les produits du Sud de France. Demain, on parlera de quoi? Alors, je vais prendre ma liste parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vais vous la trouver tout de suite quand même. Entre-temps, moi, pour vous dire que, pendant que vous cherchez, je vais juste donner l'information, comme d'habitude, en VOD, vidéo à la demande, sur la région.tv. Vous pouvez revoir cette émission avec Rossé et... Merci Rossé de dire oui. Hein. Je l'aime bien. Hein. Vous aimez bien la région? Do you like our country? South France? A lot. I came for only 2 weeks and I'm already 4 months. Ok, il est seulement là depuis 2 semaines et puis il va être là pendant à peu près un mois si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Hein, c'est bien ça. C'est bien ça qu'il a dit. Hein. Merci de m'aider. Mais je comprends un petit peu quand même. Donc voilà, je disais donc les vidéos à la demande, vous allez retrouver donc Rossé, surtout Dominique et ses vins, et vous aussi, hein, vous pouvez vous revoir. Donc demain, Dominique, le programme. Alors, demain, on va rebalayer bien sûr nos 4 départements sur 5 qui produisent du vin, puisque la Lozère n'en fait pas encore. Je pose plus la question, voilà, je l'ai fait une fois, c'est réglé. Donc on aura un vin blanc assez connu, je pense, de tous les gens de la région avec un Picpoul. On va essayer de parler un petit peu de ce vin particulier, un Picpoul de Pinet. On aura ensuite donc un Cinsault qui lui donc est produit dans l'Aude. Donc un pur Cinsault qui est un cépage un peu mal aimé qu'on a soi-disant mal utilisé par le passé, donc on va voir qu'on peut réussir à faire toujours des belles choses. On aura un vin avec une dominante de Grenache du Roussillon avec le domaine Serre-Romagny, et ensuite on aura pour le vin du Gard Mas de la Barbenne, qui est aussi une des valeurs sûres de la région. The wines for tomorrow night. If you wanna come again, no problem. Okay. 6 o'clock. At 6 o'clock p.m. At 6 o'clock p.m. Cheers. Ok, merci Dominique. VOD, j'en ai parlé. On se donne rendez-vous demain matin pour 11h, le MAC, ici en direct depuis la foire de Montpellier, Languedoc-Roussillon. Merci à vous, merci Dominique, merci Rossé. Bonsoir. Si.